politique au Maroc pour attirer les investisseurs. Donc, si vous écoutez les médias marocains, alors selon vous, est-ce que la situation économique est vraiment saine au Maroc, ou alors est-ce que on cache des choses au peuple et à l'étranger? Oui, on peut donner des éléments de réponse par rapport à cette question. Effectivement, le plus grand problème du Maroc, c'est l'emploi. Créer de l'emploi, résorber le chômage. Ça doit passer normalement par la création d'entreprises, la création de postes d'emploi dans ces entreprises-là. Donc on dit qu'il y a une stabilité du contexte macroéconomique, de la stabilité politique pour que les investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers, aient confiance et investissent. Mais on se rend compte lorsqu'on regarde les chiffres que d'abord la croissance économique au Maroc est en dessous de la croissance mondiale. Donc en 2010, c'est 4% au lieu de 5%. Et en dessous des pays émergents, donc comme les pays en développement qui sont en train de s'en sortir, qui est de 7%. Par exemple, par la Turquie, ça fait à peu près 20 ans qu'elle est à 7 à 8% de croissance, et c'est maintenant qu'elle commence à vraiment percer et émerger et améliorer le niveau de vie de sa population. D'un autre côté, le Maroc, l'économie marocaine crée à peu près 100 000 emplois, c'est-à-dire moitié moins que ce qui doit se faire pour résorber le chômage. Le déficit commercial est devenu vertigineux. On est passé de 1 milliard de dollars en 2002 à 10 milliards de dollars en 2010. Et le taux de couverture c'est-à-dire les taux de couverture d'importation par les exportations. C'est-à-dire il faut exporter, avoir de la devise pour pouvoir importer dans ce qu'on a besoin. Et ça ne couvre maintenant que 50%. Donc, ce qui fait qu'on va creuser le déficit, la dette, c'est-à-dire qu'on va détériorer la compétitivité marocaine dans l'économie mondiale. Et tout ça, c'est vraiment la légende, comme vous dites. Lorsqu'on regarde les chiffres, le Maroc n'est pas sur la bonne voie. Et avec une aggravation en fait de la paupérisation de la population, donc il y a plus de pauvres qu'avant, et la sécheresse annoncée de cette année apparemment ne risque pas d'arranger les choses. Est-ce que vous craignez des tensions sociales émaillées de vagues de répression, comme c'est le cas à chaque fois au Maroc? Des émeutes de la faim, par exemple. Et effectivement, en fait, le système marocain, en fait, est un système qui est basé sur l'exclusion. Il suffit de savoir que 47%, à peu près 48% des richesses sont détenues par les 20% les plus riches des Marocains. Et seulement 6,5% des richesses sont détenues reviennent aux 10% les moins riches. Donc ça, c'est vraiment en moyenne, donc ça, c'est les chiffres officiels, mais au-delà des chiffres, on voit très bien que les Marocains, la plupart des Marocains, en fait, vivent des problèmes de santé. Donc, le système, les hôpitaux et l'infrastructure, en fait, hospitalière est vraiment défaillante. Même avec tout ce qu'on voit dans les médias, en fait, des fois, on voit des inaugurations de dispensaires dans des coins reculés, mais ce qu'on ne sait pas, ce que la plupart ne savent pas, et notamment à l'étranger, c'est que c'est ces dispensaires qui sont désertés par les fonctionnaires, tout simplement par les infirmiers et les médecins, parce qu'il n'y en a pas, ils ne sont pas payés, il n'y a pas d'infrastructure. Et donc, les investissements ne sont pas... le peu d'investissements en fait, qu'on fait au Maroc ne bénéficie pas forcément au peuple marocain. Et donc, forcément, moi, je crains que vraiment, maintenant que le 20 février, qui a instauré en fait un mode de lutte pacifique dans les villes, moi, je crains vraiment des tensions sociales et qui ne seront pas forcément à l'image du 20 février. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres, quelques données qui sont très importantes et retenir que ça. Je parle au marocain, l'IDH. Parce qu'on a aussi grandi avec l'idée que en Algérie, ils mangent pas à leur faim, en Libye, ils sont pas instruits. Enfin, aujourd'hui, on est en 2012 et on vit dans un monde avec des indicateurs, des chiffres qu'on peut vérifier. Et je rappelle là un chiffre sur la partie sociale, l'IDH. Alors l'IDH, sur l'indice de développement humain, le Maroc est classé 130e.
Alors 130e, c'est pour faire plus simple, on est les derniers de notre région, donc loin derrière la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et compagnie. Juste, tu as parlé de l'IDH, une des composantes de l'IDH est l'indice c'est-à-dire d'alphabétisation. Je vais rappeler un chiffre vraiment qui est étonnant donc, pour le Maroc, qui est le taux d'alphabétisation, il est de 56%. On est en 2011, on a un taux d'alphabétisation de 56%. C'est énorme. Juste par rapport comparé par exemple à des pays comme l'Algérie où on a 73%, la Tunisie 78% et la Turquie 91%. Je veux rappeler aussi un autre indicateur qui est la durée de scolarisation au Maroc qui est de 7,3 années alors qu'on est à 10,1 en Algérie, 11,7 en Tunisie et 15,7 en France, rien que pour rappeler les pays développés. Donc vraiment la situation elle est critique. Et c'est le bilan de tout un régime depuis 50 ans. Donc, Rappelons quand même qu'il y a un délabrement du système éducatif public marocain et que on a vu ces 15 dernières années en fait fleurir ce que beaucoup de Marocains en fait appellent des épiceries scolaires en fait, qui ne sont pas des écoles dignes de ce nom, puisque beaucoup d'écoles privées. Donc aujourd'hui, c'est plus facile d'ouvrir en fait un institut, une école privée, que n'importe quel autre commerce commun. Un des points qu'on a gagné avec la nouvelle constitution, c'est que l'éducation n'est plus un droit. Et donc là, c'est une régression énorme. Il faut juste dire que tout ça, ça rentre dans un dogme néolibéral qui dit que l'État ne doit pas prendre en charge les services sociaux. Et ça, c'est parce que le Maroc s'est inscrit dans ce dogme néolibéral depuis les années 80, la crise de la dette, le plan d'ajustement structurel. Et juste pour une parenthèse, ce dogme-là, c'est un dogme qui juste lie l'oligarchie internationale qui a fait main basse sur l'économie, sur le monde, sur les populations, et ses sections nationales. En fait, on a l'impression qu'on est dans une... C'est vraiment ça, une oligarchie qui détient le pouvoir au niveau mondial et qui est en lien direct et étroit avec ces sections nationales qui sont des dictatures ou pas. Avec une différence, justement, avec une différence de près, c'est que dans cette énorme jungle qui est le néolibéralisme, on sait ce que c'est le libéralisme et ce qu'on subit de cette jungle-là ici en France, dans les pays démocratiques développés. Vous imaginez au Maroc, c'est-à-dire un pays où le marché est ouvert, néolibéral et sans démocratie, sans structure, sans institutions, sans corps intermédiaires. Et ça, encore une fois, c'est tout simplement énorme, grave aussi. Est-ce que votre association, par exemple, pourrait un jour appeler comme le font beaucoup d'associations en fait, issues des pays du continent africain, en fait, à ce qu'il y ait un examen de ce qu'on appelle, en fait, les biens mal acquis. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de ressortissants marocains qui disposent d'un certain nombre de biens immobiliers et comptes bancaires bien garnis, en fait, en France. Est-ce que c'est une question qui peut un jour se poser pour vous et vos adhérents? Oui, c'est une question qui se pose parce que dans une économie, il y a la création de la richesse et il y a la redistribution de la richesse. Et la création de la richesse, elle est déjà entravée par un système qui est exclusif et arbitraire, c'est-à-dire soit les insiders, ceux qui sont à l'intérieur, sont les seuls qui peuvent profiter, et on ferme le système pour qu'il y ait moins de gens qui rentrent, et de l'autre côté, la redistribution, elle n'est pas égalitaire. La redistribution dans une économie passe soit par l'augmentation des salaires, des revenus, etc., soit par les services sociaux. Donc, il y a une coalition, une minorité au pouvoir qui va s'accaparer la majorité de la richesse créée par tous les Marocains et va en redistribuer et laisser le moins possible. Donc, à un moment ou à un autre, il faut qu'on conteste et qu'on proteste contre ce pillage et demander des comptes et demander que ces richesses-là qu'on a créées tous ensemble au Maroc reviennent au peuple marocain. Le système marocain a eu le génie de trouver un outil, un système qui est d'aider tous les Marocains. Subventionner les pauvres. les produits, les denrées alimentaires. Voilà, subventionner tous les Marocains. Ça, il fallait oser subventionner le millionnaire et le pauvre, celui qui vit en dessous de cette pauvreté. Et encore plus grave, donner beaucoup plus aux riches qu'aux Marocains, puisque on subventionne la consommation des Marocains. Et plus on consomme,
plus la subvention et donc l'aide de l'État est grande. Et on se retrouve à la fin avec une classe riche qu'on aide énormément, et une classe pauvre, je veux dire, qui touche rien du tout, presque rien. Pourquoi? Moi, je pose la question à travers votre radio aujourd'hui. S'il y a un responsable qui nous écoute aujourd'hui, à l'ambassade, je pense à l'ambassade au Maroc, à Orléans, pourquoi c'est 4 milliards, par exemple? L'année dernière, la caisse de compensation, c'était 4 milliards 300. Pourquoi c'est 4 milliards 300? C'est énorme. Pourquoi on ne la redistribue pas directement aux pauvres? Juste pour rappeler, c'est un euro. 4 milliards. Oui, 4 milliards, oui. Merci de me le rappeler. Donc c'est 4 milliards euros, 300 millions. Donc c'est tout simplement énorme. Et si on prend les 5 millions les plus pauvres au Maroc, je pense que ça changera leur quotidien. Est-ce que le mec qui conduit une Porsche a besoin d'aide? C'est du foutage de gueule. Et j'ai pas envie de rentrer dans le détail parce que ça peut être technique, on sera perdu. Mais c'est ça. Il faut juste retenir que l'État subventionne, aide les plus riches plus que les pauvres. Omar, juste pour rappeler, Adil, pour les auditeurs qui connaissent pas peut-être ce mécanisme de compensation, en fait, c'est des subventions qui sont versées par l'État pour subventionner les produits de base comme le sucre, l'huile, la farine, le gaz, donc. L'État exactement, donc il verse des aides à ces entreprises. Le problème, c'est que je vais rappeler une statistique à Adil qui va dans le sens de ce que tu as dit, c'est que le coût de cette caisse, elle représente 3 fois le budget de l'intérieur et 4 fois le budget de la santé. Donc on a parlé tout à l'heure de la santé, ce qui est énorme. C'est 5% du PIB marocain. Et juste que 20% des ménages les plus aisés, et l'on consomme 75%. Donc on voit très bien que ce système il est inefficace. Donc voilà, il y a une urgence de. J'ai envie de dire efficace pour ceux qui l'ont mis en place. Oui, voilà. On voit même, par exemple, des sociétés, des entreprises qui vont choisir, par exemple, d'utiliser le butane au lieu du propane, parce que le butane, il est subventionné. Donc, ce genre de choses. C'est le sucre. Ils vont choisir le sucre, je sais pas comment dire ça, le sucre dur, au lieu de sucre soluble, par exemple, pour les industries qui utilisent ce genre de sucre, parce que il est subventionné. Donc, juste pour vous donner un exemple. Fatima? Il faut rappeler aussi que la plupart des entreprises justement qui se situent dans ces secteurs subventionnés sont détenues tout simplement par la famille royale. Vous avez l'institution en fait royale, monarchique, elle détient le pouvoir politique mais aussi le pouvoir économique. Et on a parlé dernièrement en fait d'un livre qui est sorti qui est nommé le roi du Maroc du roi prédateur, et c'est tout à fait ça. Pour étayer ce que vous avez dit sur ces biens mal acquis, sur cette oligarchie, une organisation comme Transparency International avait estimé il y a quelques années, en fait, à 360 milliards de dollars les avoirs marocains détournés et qui sont à l'étranger. Information confirmée par le département d'État américain, parce que après le 11 septembre, en fait, tous les mouvements de capitaux qui peuvent parfois financer le terrorisme ou autre chose ont été suivis de très près dans les paradis fiscaux, et donc c'est immense. Donc 360 milliards de dollars d'avoirs marocains qui sont à l'étranger. Et dernière chose, en fait, une dernière petite précision sur justement cette situation de pillage dont parle Fatima, c'est que tous les oligarques qui sont partis avec des sommes importantes ont systématiquement choisi des pays avec lesquels le Royaume du Maroc n'a pas d'accord d'extradition. Voilà. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que même ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs pour ne pas être poursuivis. Et il y a un rapport de la Cour du compte au Maroc qui est sorti en 2010 et qui montre les personnes qui ont détourné des fonds publics au Maroc. Et jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là sont encore libres et personne ne les inquiète. Parce que cette Cour de cassation n'a pas le pouvoir de les poursuivre directement. Il présente son rapport au roi et le roi a connaissance de ce qui se passe, mais il ne fait rien. Donc, justement, le président du Parlement actuel, il est impliqué dans 53 affaires de détournement du fonds public, et il est président du Parlement marocain. On poursuit les gens qui les dénoncent, parce que le journaliste, il faut le rappeler, aujourd'hui un journaliste qui s'appelle Archid Nini, qui était directeur qui est détenu. Voilà, il est détenu, il est en prison, et son crime, c'est d'avoir dénoncé justement des responsables,
et en se basant sur des chiffres officiels qui sont le précédent rapport de la Cour des comptes. Donc ça, il faut le signaler, je pense. Je veux juste rajouter que, effectivement, suite à cette affaire, le Maroc a régressé au classement